Je remercie les élus qui viennent de nous rejoindre. Éric Piolle, qui nous a montré déjà la voie en 2014 et qui a été brillamment réélu l'an dernier et qui a brillamment été reconnu pour son succès par sa démarche de transition écologique en tant que capitale verte européenne. Je tiens à le féliciter pour ça. C'est important d'avoir des exemples qui marchent. Bruno Bernard, qui a conquis la métropole l'an dernier, et François Astorg, avec qui nous avons conquis la ville contre toute attente, avec une liste citoyenne, avec des principes de renouveau démocratique. Personne ne nous attendait et nous l'avons fait. Et c'est parce que nous l'avons fait, c'est parce que nous avons eu ce courage de rassembler à côté de nous la jeunesse, à côté de nous des partis politiques divers, de rallier à travers un projet de transition écologique, de justice sociale et de renouveau démocratique. C'est pour toutes ces raisons que j'ai eu envie de m'engager dans la région pour rééditer le succès que nous avons eu l'an dernier à Annecy et dans toutes ces villes aujourd'hui écologistes, ces villes qui portent un projet de transition écologique et sociale. Et ma candidature a un sens, c'est aussi celui d'amplifier la transition écologique, sociale et démocratique qui vient d'être entreprise à Lyon, à Annecy et qui est déjà largement à l'œuvre à Grenoble. Et c'est aussi avec leurs témoignages que je souhaiterais introduire cette conférence de presse. Et je vais déjà passer la parole à Bruno, me semble-t-il. Merci bien. Bonjour, gros bonjour à toutes et tous. Moi, je vais vous parler de mobilité puisque c'est la demande, mais j'aurais pu intervenir sur d'autres sujets, sur la transition écologique sur le territoire. Ça fait un peu moins d'un an maintenant que nous sommes en responsabilité à la métropole, à la tête d'une majorité écologiste et de gauche. Et les mobilités, c'est un enjeu essentiel pour les habitants, que ce soit en termes d'alternatives pour le vélo, mais que ce soit les besoins en transport en commun, en métro, en train, même en télécabine. Et en plus, je sais que le sujet plaît beaucoup à vos lecteurs et lectrices et que ça fait partie des sujets qui intéressent les gens. Et c'est un enjeu majeur parce que c'est un enjeu naturellement pour la préservation du climat, mais c'est aussi un enjeu de pollution. On a en France, selon les études, 50 000 à 100 000 morts prématurées par an liées à la pollution et une partie de cette pollution est liée aux mobilités. C'est aussi un enjeu de pouvoir d'achat parce qu'offrir des solutions alternatives à la voiture individuelle, c'est aussi faire gagner du pouvoir d'achat aux habitants. Et c'est ce que nous faisons depuis un an à la métropole de Lyon avec un plan de mandat qui a été multiplié par 2 au niveau du syndicat des transports en commun puisque nous l'avons porté à 2,5 milliards d'euros d'investissement pour le mandat. C'est par exemple 25 km de tramway supplémentaires, notamment dans des quartiers prioritaires de la ville, à Vaux-en-Velin, à Villeurbanne ou encore à Saint-Fond. C'est également une ligne 113 de bus à haut niveau de service qui va desservir Genasse, qui sort en dehors de la métropole, et beaucoup d'autres projets que nous avons. Je ne les détaille pas, j'ai déjà eu l'occasion de les présenter. C'est aussi une tarification spécifique. Nous avons fait la gratuité pour les plus précaires. À l'heure où je vous parle, déjà 49 000 habitants de la métropole de Lyon ont une carte TCL gratuite. Donc ce sont les personnes les plus défavorisées, ce qui change leur pouvoir d'achat et leur mode de vie. C'est également des tarifications solidaires à 10 euros pour un public précaire, mais un petit peu moins. C'est une tarification à 10 euros pour les étudiants boursiers. Nous avons aussi pris des mesures d'accompagnement pendant la crise Covid, notamment en faisant de la gratuité d'abonnement partiel. Il aurait été bien d'ailleurs que la région fasse la même chose au niveau de la SNCF pour que les étudiants puissent retourner dans leur famille sans dépenser des sommes trop importantes. Donc nous avançons vite et bien. Nous avons des sujets, par contre, sur lesquels nous n'avons pas pu avancer. La tarification unique entre la SNCF et les TCL, qui dépend et de nous et de la région. Aujourd'hui, j'ai un accord de principe depuis le mois de juillet du président de la région, mais force est de constater que ça n'avance pas. Un habitant de la Tour de Salvagny aujourd'hui peut rejoindre Lyon en 17 minutes. Ça lui coûte 2,70 euros en plus de l'abonnement TCL. Quand on vient de Givors, Lyon-Pardieu, c'est 16 minutes. 5,30 euros. Déjà, d'ailleurs, la tarification SNCF aurait pu être modifiée par la région. Mais
moi, la proposition que j'ai faite à la région, elle est très simple. C'est de dire que nous compenserons le prix de vente, que ce soit de l'abonnement ou du ticket, à la région, pour permettre que nos habitants payent uniquement l'abonnement ou le prix du ticket TCL. Et ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que la région voudrait qu'on paye plus. La région, aujourd'hui, elle est dans une dynamique de ne pas vouloir transporter d'habitants. Plus la région transporterait d'habitants, plus il faudrait de trains, plus il y aurait de déficit et d'argent public à mettre sur la table, et la région ne le veut pas. Elle l'a montré avec les quarts du Rhône. C'est une délégation qui a été récupérée du département avec un transfert de recettes de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, la région, au lieu de dépenser ces 50 millions d'euros, Pal Citral ne dépense que 31 ou 32 millions d'euros selon les années, parce que non seulement elle a diminué les dessertes, mais là où il y a des besoins énormes sur le territoire, les quarts du Rhône, c'est en dehors de la métropole de Lyon, ils ne sont pas mis en place uniquement pour des questions économiques et de volonté de ne pas développer ces quarts du Rhône. Et c'est pareil, malheureusement, pour le RER lyonnais. Depuis le 2015, rien n'a été fait sur les trains à la région. C'est une absence totale de la région. On pourrait citer que sur les 3 lignes de l'Ouest lyonnais, les études étaient prêtes en 2015. Tout était prêt en 2015 pour agir. Ça n'a pas été fait. Sur Lyon-Crémieux, et Axel Marin l'a rappelé tout à l'heure, pareil, nous n'avançons pas. Et tous ces sujets sont essentiels pour la population. On a aussi des études qui ont été faites par SNCF depuis 2 ans sur la ligne Lyon-Saint-Étienne et Lyon-Vienne. Ces études qui sont faites dans le cadre des alternatives à l'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, où il y a en plus des budgets d'État disponibles, elles n'ont même pas été présentées aux élus parce que Laurent Wauquiez bloque ces présentations d'études puisqu'elles démontrent qu'avec des investissements, on pourrait améliorer les lignes et donc avoir plus de monde dans les trains. Et donc c'est vraiment un sujet majeur et moi je compte sur cette campagne pour changer de majorité et qu'une majorité avec Fabienne Grébert à sa tête permette enfin qu'on développe le train sur la métropole et dans toute la région. Merci. Voilà, je vais passer maintenant la parole à François Astorg parce que nous avons des enjeux aussi sur cette région. C'était important aussi qu'un maire de montagne, un maire d'une ville d'Annecy avec un modèle touristique tourné autour des stations de ski puisse aussi exprimer ses aspirations face à la région pour faire évoluer ce modèle. Nous travaillons ensemble avec François à un plan lac pour faire évoluer les activités touristiques. Et nous avons aussi besoin de la région pour accompagner ce modèle de transformation et une mutation des stations de ski en stations de montagne. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc non, je ne suis pas un maire de montagne, je suis plutôt un maire de lac, puisque c'est le lac d'Annecy qui est connu le plus, mais le lac dépend, lui, de l'eau qui vient des montagnes. Et en 2018, je ne sais pas si vous l'avez appris, il y a eu une sécheresse assez considérable, manque de neige, etc. Et pour la première fois depuis plus de 100 ans, il n'y avait pas d'eau à 100 mètres du bord. Et là, je peux vous garantir que ça a choqué les Annéciens qui, eux, sont très attachés à leur lac. Ça, je peux vous le dire. Donc voilà, merci Fabienne, merci vous deux de m'accueillir. Comme disait Fabienne tout à l'heure, nous avons réussi à conquérir la ville d'Annecy. Je suis un maire écologiste, je ne suis plus à Europe Écologie Les Verts, mais on a les mêmes engagements et on s'engage pour le climat. Sur le sujet de la montagne, comme toutes les politiques que l'on veut mettre en œuvre, elle repose sur 4 piliers. Fabienne en a parlé de quelques-uns tout à l'heure. Donc nous, notre premier pilier, c'est qu'il faut faire un virage écologique. Mais ce virage écologique, on ne peut le faire que dans un cadre de renouveau démocratique, c'est-à-dire qu'on doit co-construire nos décisions, nos actions. Mais on doit le faire aussi dans un esprit de justice sociale, puisque la transition à laquelle on participe toutes et tous ne peut se faire sans laisser qui que ce soit sur le chemin. Et aussi, on doit développer l'économie locale. Et les stations de montagne, c'est de l'économie locale, pardon. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'un peu que, comme d'habitude, ce sont le court terme, le moyen terme et le long terme qui se télescopent. Et on a des stations de montagne qui sont toutes très belles, je pense que vous les connaissez, qui continuent parfois, trop souvent, à faire le pari du court terme. On voit encore des retenues collinaires se construire parce qu'au fond,
le modèle économique, lui, n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'aujourd'hui, on ne vend pas de la montagne, on vend de la neige, on vend du ski. Et comme c'est de plus en plus cher, on fait venir les gens de plus en plus loin, ça pollue. On fait venir des étrangers. Et du coup, ça devient tellement cher que même les locaux ont du mal à venir. Je discutais avec Marion tout à l'heure et on se rappelait une phrase qu'on avait entendue à Chamonix. Moins de 10 élèves par classe, et je crois que c'est même encore moins, ça serait plutôt 5, ne sont pas encore allés à la mer de glace quand ils habitent Annecy. C'est à 45 km. Donc il y a à la fois l'habitude du lac, le lac est très beau, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi on voit bien qu'il y a un impact au niveau économique qui touche les plus défavorisés. Alors, que peut faire la région pour ça? La région, elle peut inciter, elle peut faire déjà différemment de ce qui s'est fait. Ce n'est pas en investissant des millions et des millions et des centaines de millions dans des canons à neige qu'on va résoudre le problème. C'est une fuite en avant et il faut qu'on arrête cette fuite en avant. Et moi, je suis prêt à accompagner les stations, les entrepreneurs dans la transition parce que, dans le fond, si on veut fabriquer de la neige, il faut toujours une température très basse. Et il n'y a pas besoin d'être un clerc de notaire ou un scientifique pour savoir qu'il y a de moins en moins de neige et que c'est plus difficile de skier. Aujourd'hui, on continue à investir dans le tout-ski. Il faut sortir du tout-ski. Il faut une montagne de 4 saisons. Il faut transformer l'or blanc en or vert, en or jaune, en or pour toutes les personnes, pour que ce soit accessible à toutes et à tous. Donc ça crée beaucoup de problèmes, ces questions financières. Les saisonniers n'arrivent plus à se loger. Ils n'arrivent plus à se déplacer. Il y a une question de mobilité, comme tu disais, Bruno, tout à l'heure. Donc il y a un vrai sujet. Vous le savez, en France, on a un réchauffement de mémoire qui est à un peu plus de 1 degré. Sur la montagne, on est à plus de 2,5, tendance vers 3. Donc on ne peut plus continuer comme ça. Et on a besoin de la région et de Fabienne pour réussir ce défi. Si autant on a gagné, l'écologie a gagné la bataille des esprits, maintenant on doit gagner la bataille des pratiques comme on l'a fait en ville. Et j'espère qu'avec Fabienne, on gagnera la bataille des pratiques de la région. Merci. Merci François. Alors peut-être vous vous dites, oh là là, c'est encore des écolos des bobos des villes, qui sont assis sur leur fonds électoral urbain. Eh bien non, j'ai à côté de moi Bertrand Gonat, qui est un maire écologiste, le maire d'Eveux, à côté de l'Arbrel, et qui lui aussi a su séduire des ruraux. Parce que notre message, ce n'est pas uniquement un message à destination des urbains, c'est aussi un message en destination des campagnes et de la complémentarité entre les villes et les campagnes que nous devons construire ici sur ce territoire. Un message en faveur d'un aménagement beaucoup plus équilibré, beaucoup plus concerté. Et je propose de laisser la parole à Bertrand Gonat qui va nous expliquer ce qu'il attend de la région, notamment en matière d'agriculture et d'alimentation. Nous nous sommes rencontrés à Saint-Didier-sur-Coise chez Altermont, une coopérative fromagère avec des agriculteurs qui apprennent différents métiers et qui vivent très bien de ce nouveau modèle économique. Et je te laisse donc la parole, Bertrand. Merci Fabienne. Donc, maire d'une commune de 1200 habitants, 100 fois moins qu'Annecy, donc forcément vous me connaissez moins. Pour autant, comprenez bien que la région, c'est beaucoup de terres agricoles, beaucoup de terres naturelles, et il faut les protéger, et il faut donc bien réfléchir à la politique qui est menée. Moi, j'aimerais juste témoigner de plusieurs choses. La première chose, c'est que je suis dans mon village depuis 3 générations, et toutes les petites exploitations dans mon village, mais tout autour, elles ont toutes disparu. Parce que l'incitation d'avoir des exploitations de plus en plus grandes. Pourquoi? Parce qu'on incite à la production, on incite à l'investissement. Et lorsque nos agriculteurs sont obligés de s'endetter, eh bien, ils se retrouvent à se regrouper et finalement à être dans une dynamique, hélas, pas vertueuse. Donc cette incitation, moi je souhaite que la région, et j'ai confiance en Fabienne dans ce sens, que la région donne des solutions, enfin en tout cas présente et incite d'autres solutions, d'autres alternatives. Il est possible de vivre de l'agriculture d'une autre façon que, en tout cas depuis 50 ans, ce qu'on nous fait croire sur nos terres rurales. Différentes pistes, la promotion de l'agroécologie,
Donc allez voir, c'est un sujet qui est très intéressant, où on redonne finalement vie à la terre. On n'est plus sur des terrains qui sont secs, où il est plus possible de planter une seule bêche ou de trouver de la vie animale dans ces terres. Donc l'agroécologie, mais aussi inciter, je compte bien sûr sur la région pour inciter les jeunes à s'installer. Et donc pour qu'ils puissent s'installer, il faut les accompagner, il faut les former, ce qui n'est pas encore le cas suffisamment aujourd'hui. Et puis tout ça, c'est finalement, on parlait du lien espace rural, espace périurbain, espace urbain. Nous sommes tous sur cette terre et on a besoin de se nourrir. Et donc la nourriture, elle sort pas du bitume, hein, elle sort de la terre. Et donc on a besoin d'un certain équilibre. Et finalement, pourquoi? Pour faire de l'alimentation bio, c'est possible localement. C'est possible aussi de faire travailler nos agriculteurs et alimenter dans nos lycées au niveau de la région, mais aussi accompagner les départements et aussi les petites communes au niveau des cantines scolaires. Donc voilà, c'est un enjeu important et pour moi, j'en suis convaincu, c'est par l'écologie, par cette dynamique qui est aujourd'hui, qui vous est présentée, qu'il sera possible de faire en sorte que nous puissions voilà, vivre, nous alimenter, être en bonne santé et voilà, et partager une suite ensemble, comment dire, ah, j'ai perdu le mot, je savais que ça allait m'arriver. En tout cas, c'est possible. Ce n'est pas simplement une lubie ou une utopie. Voilà. Osons réaliser cette utopie. Voilà, utopie réalisée. Merci. Merci beaucoup Bertrand pour ton témoignage. Je vais passer maintenant la parole à Éric Piolle. Et c'est vrai qu'on n'attend pas toujours les écologistes sur le terrain de l'économie. Éric l'a fait depuis déjà de nombreuses années. Éric incarne aussi ce Green New Deal écologique et économique et je lui laisse la parole pour nous exposer ce qu'il a réussi dans sa ville avec le tissu économique d'innovation, de recherche, de développement et industriel avec lequel il coopère au quotidien. Merci beaucoup Fabienne, bonjour à toutes et à tous. On est là en grande proximité, toutes et tous. Je suis voisin de Bertrand, ça ne se voit pas forcément, hein, mais je me suis marié à Fleurieux, juste à côté d'Eveux, donc je cours sur le village d'Eveux à chaque fois que l'occasion m'en est donnée dans le parc du couvent. Et nous avons démarré, j'ai démarré plutôt aux côtés de Bruno, tout près d'ici, au Palais de la Mutualité, là, dans des négociations d'entre-deux tours en 2010. François était là également. Donc vous voyez que nous faisons partie d'une génération d'écologistes qui, après les générations qui ont été des générations de lanceurs d'alerte, les générations qui étaient des générations de contre-pouvoir ou de postes dans des majorités, mais en étant toujours minoritaires dans des majorités, nous faisons partie de cette génération d'écologistes qui avons compris que en fait, nous pouvions proposer des projets centrés autour de l'écologie politique, citoyen, avec au cœur de nos préoccupations la justice sociale, la justice environnementale, et que ça pouvait susciter de l'engouement. Ça peut susciter de l'engouement, et cet engouement, en fait, il est partagé, il se communique, c'est une énergie là aussi renouvelable qui se propage un petit peu partout, qui fédère et qui permet de donner de la perspective. Parce qu'effectivement, dans le monde économique, moi j'en viens, travailler 18 ans dans l'industrie, dans différents métiers, Bruno d'ailleurs également, donc nous sommes aujourd'hui, d'ailleurs parmi souvent les rares élus dans le spectre politique, hein, à avoir une expérience réelle dans le domaine de l'économie, hein, n'en parlant pas seulement depuis un regard extérieur ou un regard politique, mais en le partageant et en partageant ce vécu. Le monde économique, il a besoin de perspectives claires. Voilà. Hein, il entreprend, il prend des risques, il crée des emplois, il tente des projets, il y en a qui marchent, il y en a qui ratent. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une perspective claire et donc un cadre d'action extrêmement clair. Et pour cela, le politique a un rôle. Il a un rôle à la fois pour anticiper,
et pour donner un schéma de fonctionnement qui permette l'anticipation. Et il a également donné un cap qui permette à tout le monde de s'orienter, à savoir où on va dans 5 ans, 10 ans. Finalement, c'est ce qui s'est passé à Grenoble. Nous avons un cap qui est clair, qui est assumé. Et finalement, tout le monde se met derrière ce cap, peut entreprendre derrière ce cap. On nous prédisait l'effondrement. Je me rappelle la soirée électorale de mars 2014 où c'était presque comme en 81. Les chars russes étaient à nos portes. On prévoyait l'effondrement. Et finalement, 6 ans plus tard, nous avons le deuxième taux de chômage, le bassin d'emploi de Grenoble, le deuxième taux de chômage le plus bas de toutes les métropoles en France. Donc force est de constater que le monde ne s'est pas effondré. Et que, notamment dans notre dynamique de capitale verte européenne, au contraire, le monde économique s'est lancé avec le monde académique et avec le monde associatif, s'est lancé dans des projets communs, des projets de transition, relevant des défis qui sont importants, évidemment, pour la durabilité de notre activité économique, qui sont importants aussi pour les salariés de toutes ces entreprises. Quand on parle de pollution, aujourd'hui, travailler sur la pollution, c'est travailler aussi à l'attractivité pour les entreprises, leur capacité à attirer des salariés et des salariés qui ont envie de vivre en bonne santé. De même que travailler à un tourisme 4 saisons, ne pas prolonger jusqu'au bout du bout ce dont on sait que ça n'est plus possible à une échelle de 30 ans. Donc anticiper, c'est permettre dans nos montagnes à une activité économique de durée, c'est permettre de rester dans les montagnes pour ceux qui le souhaitent, c'est permettre aux saisonniers d'y travailler, c'est permettre d'avoir un mélange d'une activité touristique et d'une activité agricole. Et pour tout cela, il faut anticiper. Et dans les grandes fonctions du Conseil régional, il y a plusieurs éléments qui sont majeurs. La mobilité, Bruno en a parlé, et nous avons besoin de mobilité. Le RER grenoblois est aussi attendu que le RER lyonnais, et nous avons besoin de cela pour l'activité économique. Donc nous attendons la région. Et puis il y a 2 autres piliers extrêmement importants. La formation continue, qui est sans doute le domaine qui a été sacrifié par le président de la région dans ce mandat. Or, la formation, c'est l'investissement dans les compétences de demain, c'est soutenir une façon de soutenir des secteurs d'activité qui sont en émergence. Gardons en tête que le schéma de l'ADEME, le schéma prospectif de l'ADEME à 2030, donc c'est assez rapide, c'est 600 000 créations d'emplois dans les énergies renouvelables. J'étais samedi à Bordeaux. À côté de Bordeaux, à Bègles, dans une entreprise qui fait de l'énergie renouvelable, photovoltaïque et éolien, Valorem. Ils ont créé 100 emplois pendant la période de Covid. Depuis 1 an, là, ils ont embauché 100 personnes. Et on a besoin de 600 000 personnes à l'horizon 2030. Il y a donc un vrai besoin de formation et donc la région est attendue là. Et puis la région, c'est évidemment le chef de file de l'activité économique. Et donc là, c'est là aujourd'hui que nous devons sortir de la politique de Laurent Wauquiez, qui est une politique aujourd'hui de carottes et bâtons, une instrumentalisation de l'économie au service de la communication et principalement de sa communication. Pour les entrepreneurs, c'est extrêmement violent. On a l'occasion de discuter de ça en off, évidemment, avec eux. Sortir de cette logique de carottes et de bâtons pour avoir un plan de moyen terme, un plan de long terme qui leur donne un cadre, qui puisse leur dire qu'ils vont être accompagnés. Et le Conseil régional aura d'autant plus de travail dans ce domaine-là, c'est que ce sera à la fois dans le champ économique, mais également dans le champ agricole. Vous savez qu'on est en train de renégocier la PAC là, pour les 7 prochaines années, et que c'est plutôt une négociation de PAC en recul. Donc si on veut faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes un vecteur à la fois d'emploi, de santé, une connexion entre l'agriculture et l'alimentation, nous avons besoin là aussi d'une région qui investisse, qui accompagne, qui permette de donner un cadre de long terme, qui ne cherche pas juste à faire durer le système qui s'effondre le plus longtemps possible en disant après, ah bah oui, ça s'est effondré, ah bah oui, on a tenu jusqu'au temps qu'on pouvait. Donc nous attendons en tant qu'élus locaux, Fabienne Grébert, présidente de la région, ses équipes aux manettes,
pour pouvoir nous accompagner les collectivités territoriales, faire ce grand Green New Deal des collectivités territoriales qui permettent enfin de donner un cap clair de moyen terme et de long terme à nos entrepreneurs, qui leur permettent de créer, de prendre des risques et d'entreprendre dans un cadre qu'ils savent aujourd'hui instable, parce qu'ils voient bien, eux aussi, le dérèglement climatique, ils voient bien la menace pour leurs salariés, ils voient bien la menace pour la stabilité du système, donc ils savent bien qu'en fait le cadre va changer, et entreprendre quand tout est mouvant, c'est compliqué. Donc que Fabienne soit présidente, que ses équipes soient aux manettes, et qu'on puisse enfin donner un cadre et une trajectoire claire à cette région qui le mérite. Elle a des atouts absolument incroyables dans tous les domaines. Depuis l'Auvergne jusqu'aux rives et à la frontière suisse, nous avons des atouts incroyables. Merci. Merci à toi, Éric. On attendait Grégory Doucet qui ne devrait pas tarder, mais je le sais retenu aux côtés de la maire de Montréal. Et la question de la transition écologique, vous le voyez, elle dépasse même les océans. Et c'est important aussi de confronter nos retours d'expérience et nos pratiques à l'échelle internationale. Alors, merci encore à vous d'être venus me soutenir aujourd'hui et soutenir notre liste. Et merci aussi à nos colistiers, à nos chefs de file qui sont venus de tous les coins de la région. Je voudrais citer Natacha Murachéol qui vient du Cantal. Merci à elle d'avoir fait tant de route. À Anne Babian-Lermet de l'Ain. À Maxime Meyer qui vient de l'Allier, à Maxime Meyer de l'Ain, à Florence Serbaille ici qui vient de l'Ardèche. Donc vous voyez, même de loin, nos têtes de liste, et Cécile Michel, pardonne-moi Cécile, du Rhône voisin. Et bien évidemment, nous avons beaucoup de colistiers dans la salle, et Pascal bien évidemment, et beaucoup de participants à nos groupes de travail, puisque vous le savez, le programme que je vais vous présenter a mobilisé près de 500 personnes parmi les 4000 signataires de notre appel. 500 personnes qui se sont impliquées dans des groupes de travail, qui se sont impliquées dans un travail colossal de présentation du budget. Bénédicte, ici présent, en sait quelque chose. Négocier avec chaque groupe de travail, prendre la peine de construire un vrai budget pour cette région, de se dire combien on investit, combien on met en fonctionnement. C'est aussi un élément fondamental. Alors aujourd'hui, vous le voyez, vous le sentez, vous le ressentez, notre région est habitée par un sentiment d'insécurité, de déclassement et de peur. Alors, face à ça, nous avons deux choix. Soit courber le dos ou faire face avec courage et détermination à la crise sanitaire et économique. Nous avons peur d'être malades, nous avons peur de perdre un des nôtres, nous avons peur de perdre notre emploi, ou de vivre moins bien. Et dans notre classe politique, elle a été incapable de répondre à ce sentiment d'insécurité. Au contraire, elle l'entretient, elle surfe dessus. C'est pourtant à l'échelle de la région que nous pouvons restaurer l'espoir d'une vie meilleure. La confiance en un avenir serein pour nos enfants et nos petits-enfants. L'espoir d'emplois pérennes. Et cet espoir passe par l'écologie politique. Florence Serbaille, qui est ici présente et avec qui je siège avec grand plaisir depuis quelques années dans l'hémicycle régional, en est témoin. Depuis 2015, nous n'avons cessé de porter cette ambition de l'écologie politique. Nous nous sommes systématiquement heurtés à des postures politiciennes de l'exécutif contraires à l'intérêt général. Nous avons prôné le soutien massif à l'agriculture biologique. Nous avons prôné le développement du transport ferroviaire, le développement des mobilités actives. Nous avons prôné le soutien à l'économie sociale et solidaire, l'accompagnement de la mutation des stations de ski en stations de montagne 4 saisons. Toutes ces propositions ont été rejetées. Et pourtant, tout le monde, aujourd'hui, se dit écologiste. C'est bizarre, non? Alors, je te le dis, Florence, nous avons gagné la bataille des idées. Mais il nous reste à bâtir cette transition vitale pour pérenniser nos emplois, notre prospérité, notre qualité de vie et notre modèle social.
Vous venez de nous le dire, d'en témoigner, la transition est déjà une réussite dans nos villes. Mais pour amplifier le mouvement, nous avons besoin de la région. Alors, notre région sera cet amplificateur à l'échelle de ces 8 millions d'habitantes et d'habitants. Il est urgent d'agir pour mettre fin au court-termisme, aux solutions bout de ficelle qui réparent mais qui ne changent rien à l'origine des problèmes. 200 millions d'euros distribués au cours de son mandat à l'aide d'urgence aux agriculteurs face aux aléas climatiques, mais rien pour s'adapter au dérèglement climatique. La région, elle, joue le rôle d'assureur et manque sa responsabilité d'anticipation. Nous avons distribué des centaines de millions d'aides aux entreprises, sans contrepartie sociale et environnementale, alors que notre compétitivité repose aujourd'hui sur la sobriété énergétique et l'évolution de nos modèles économiques. 47 millions d'euros dépensés pour faire de la neige artificielle en montagne, alors que nous savons que les stations de moyenne montagne auront disparu dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Alors, ne nous mettons pas la tête dans le sac. Préparons l'avenir. Osons l'audace, l'expérimentation, l'innovation, osons la coopération et engageons-nous dès maintenant dans la transition écologique dont nous avons tant besoin et dont nos villes ont tant besoin. Préparons l'avenir qui est synonyme d'emploi pérenne, d'une économie de proximité vivante, d'une réponse forte à la crise sociale qui frappe les plus démunis, ceux qui vivent à la périphérie des villes et de nos montagnes. De nos campagnes, dans les campagnes, ces diagonales du vide dont on parle de loin, mais auxquelles on ne tend jamais la main. Voilà ce que nous sommes venus dire collectivement aujourd'hui. Ce pôle écologiste regroupe aujourd'hui 9 formations politiques, dont 2 qui nous ont rejoints récemment. Nouvelle Donne et Place Publique, 2 alliés du Parti socialiste aux dernières élections européennes, qui ont préféré nous rejoindre pour ces régionales. Alors aujourd'hui, je voudrais surtout vous présenter notre projet de transition écologique, de justice sociale, de renouveau démocratique dont nous avons tant besoin. Nous voulons porter un message d'espoir, je vous l'ai dit, un message de confiance en l'avenir pour toute notre jeunesse, pour nos enfants et nos petits-enfants. Un projet qui remet les besoins de nos habitants au cœur de nos préoccupations premières. Un projet qui nous permet de faire face aux défis inédits dans l'histoire de l'humanité. Le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Un projet qui engage des solutions pragmatiques en matière d'emploi, de santé, d'éducation, d'environnement, de transport. Ce sont des mesures urgentes et qui s'attaquent à l'origine des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je les mettrai en œuvre dès le lendemain de mon élection à la tête de la région. Je voudrais avoir un mot ici et m'adresser particulièrement aux salariés de Ferropem, de Photowatt, de Luxfer, et tant d'autres que j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours de cette campagne. Nous ne regarderons pas, impuissants, les plans sociaux se dérouler devant nous et nous ne laisserons pas les vallées alpines dévastées par le chômage et la misère, des salariés sans espoir de retrouver un emploi pérenne. Je sais ce que c'est. J'ai vécu dans la vallée du Gier dans les années 80. J'ai eu un père qui bossait dans l'industrie sidérurgique. Je sais ce qu'est la peur de perdre son emploi. Je sais ce qu'est le démantèlement d'usines de sidérurgie. Je l'ai vécu au sein de ma famille et je fais preuve d'empathie vis-à-vis de tous ces salariés, de tous ceux qui ont des prêts, qui doivent faire face aux besoins d'une famille dans ces vallées où rien n'est possible à part l'industrie. Nous devons restaurer notre patrimoine industriel et organiser notre souveraineté énergétique. Et puisque l'État a renoncé à porter une stratégie industrielle, nous structurerons une filière photovoltaïque avec nos fleurons de l'industrie et de la recherche en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons l'INES, nous avons Ferropem, Photowatt et toutes les entreprises qui travaillent dans le photovoltaïque dans cette région. Nous prendrons des parts dans la nouvelle usine qui doit faire renaître le savoir-faire indispensable, autrefois détenu par Luxfer, pour fabriquer des bonbonnes d'oxygène. Nous mobiliserons les banques, la finance participative autour de projets industriels pour sauver des emplois et redonner la fierté à notre région en matière de technologie de pointe. Notre programme comprend 120 mesures, des mesures chiffrées, des mesures utiles, des mesures d'urgence, des mesures de long terme aussi. Et toutes ces mesures ont été décidées selon des critères simples et précis. Bon pour l'économie locale,
bon pour l'emploi et la qualité de vie, bon pour l'environnement et indispensable pour s'adapter au dérèglement climatique et à l'épuisement des ressources naturelles. Parmi ces 120 mesures, bon, ça fait 50 pages, hein, je ne vais pas tout vous lire parce que sinon vous aurez très soif et moi aussi. Quelques-unes sont particulièrement emblématiques de notre projet et je vais brièvement vous les présenter avant de répondre à vos questions. D'abord, un plan d'investissement dans la transition écologique qui permet d'augmenter la capacité d'investissement de 3,6 milliards d'euros pour atteindre 10,7 milliards d'euros pendant le mandat. Nous devons agir à la fois sur les transports, l'alimentation, la rénovation énergétique, la transition écologique des entreprises. Et si nous investissons massivement ces 4 volets des politiques régionales, nous pouvons agir sur 80% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est important, hein, 10,7 milliards d'investissements, c'est bien plus que ce qu'a fait le précédent exécutif. Mais pour cela, nous devons en premier lieu restaurer la formation professionnelle. Vos confrères l'ont déjà démontré, cette formation professionnelle a été mise à mal, laminée par l'ancien exécutif. Nous allons investir 50 millions supplémentaires chaque année pour préparer aux métiers d'avenir. Ces métiers d'avenir, c'est ceux de l'agriculture. J'aurais pu vous parler des Key Account Managers, hein, j'aurais pu vous parler des marketeurs, de tous ces métiers du numérique. Mais je vais vous parler des métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la rénovation énergétique, de l'économie sociale et solidaire, des énergies renouvelables, de la protection de l'environnement. Non pas qu'il n'y ait pas de métiers à créer dans le numérique, bien évidemment, il y en a, mais les métiers d'avenir, c'est aussi ceux-là, c'est ceux qui répondent aux besoins essentiels de notre population en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ceux qui nous permettent d'atteindre la souveraineté énergétique. Et nous avons pour objectif de créer 100 000 emplois pour le climat. Alors ce plan, bien évidemment, il intéresse la jeunesse, ces générations sacrifiées, ces générations Covid, qui vont commencer leur vie professionnelle dans un contexte extrêmement difficile. Il intéresse bien évidemment les chômeurs, les personnes en précarité, mais pas seulement. Ça fait quelques semaines que je rencontre des chefs d'entreprise, hier encore les présidents de chambres de commerce et d'industrie, et je peux vous dire que beaucoup de chefs d'entreprise ont compris l'intérêt de cette proposition pour développer un emploi de qualité et pour assurer la pérennité de leurs activités. Ce plan d'investissement, il prévoit également un plan d'amélioration ferroviaire à 1,5 milliard d'euros. Alors, je ne vous parle pas uniquement d'entretien, de modernisation, mais nous prévoyons d'ouvrir 504 km de lignes de circulation voyageurs, 504 km. Nous prévoyons de doubler ou d'électrifier 291 km. Mais la mobilité, c'est aussi les mobilités actives. Et nous prévoyons un plan cyclable de 450 millions d'euros pour déployer 644 km de véloroute. Qui dit mieux? Certainement pas Laurent Wauquiez, qui voit uniquement une opportunité de développement économique, mais qui se fiche des mobilités du quotidien. Le principe qui commandera à nos investissements est clair. Nous ne pouvons plus dépenser 1 centime d'argent public sans nous soucier des résultats sur l'économie locale, sur l'emploi, sur l'environnement. Nous devons être comptables de l'argent public, nous sommes pragmatiques, nous sommes réalistes, nous savons que les finances publiques vont se rétrécir dans les années qui viennent. On nous serine déjà la petite musique de la dette qu'il va falloir rembourser. Alors ok, nous allons jouer le jeu et nous allons investir pour que la création de valeur reste sur son territoire, pour que la création de valeur se mesure en emplois créés, en qualité de vie restaurée, en santé améliorée et en dérèglement climatique auquel nous aurons pu nous adapter. Nous devrons être comptables de l'argent public et conditionner nos aides pour éviter qu'elles n'aillent, par exemple, à des groupes peu scrupuleux qui les touchent et délocalisés quelques années plus tard. J'ai vécu une première assemblée plénière en janvier 2016 où nous avons voté un plan d'urgence pour Robert et Duval. Nous connaissons les résultats aujourd'hui. Nous bonifierons nos aides aux entreprises qui participeront le plus activement à la transition de la région.
Et c'est bien ce qu'attend la génération climat aujourd'hui. C'est bien ce qu'attend notre jeunesse qui défile dans les marches climat. Et s'il est une chance que tous nos voisins européens nous envient, c'est notre jeunesse. Une jeunesse à qui nous avons trop longtemps tourné le dos. Hollande en avait fait sa priorité. Quelle déception. Macron les invite à traverser la rue. C'est la honte. Alors, soyons à la hauteur. Et je suis fière d'appartenir à la famille politique de Bruno Bernard, qui met en place un revenu solidarité jeune. Nous relayerons cette mesure à la région par l'intermédiaire des collectivités territoriales avec lesquelles nous allons contractualiser. Viens donc, Grégory. Bonjour. Ravi que tu sois là. Nous devons aussi offrir à notre jeunesse les conditions d'une éducation de qualité. 600 millions d'euros seront consacrés en plus à la rénovation et à la construction de nouveaux lycées. La crise sanitaire a mis à jour aussi des faiblesses structurelles en matière d'offre de soins dans notre région. Nous nous attaquerons à réduire les inégalités territoriales de santé par un vaste plan régional qui prévoit le déploiement de centres médicaux de proximité et une coordination régionale plus efficace. Nous avons eu l'occasion d'aller dans le Pays de Gex où, avec la proximité de Genève, ces soins de proximité manquent cruellement. Et je vis la même chose en Haute-Savoie, où il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un gynéco. Cela ne peut plus durer. Nous restaurerons aussi le sujet de la santé environnementale pour freiner les affections longue durée, ces maladies comme les cancers, comme le diabète, comme l'obésité, qui mettent à mal toutes les générations. Et nous mettrons en œuvre une politique de prévention, car aujourd'hui, nous ne pouvons nous contenter de soigner les maux que nous provoquons. Nous allons aussi protéger et restaurer la nature en évitant d'abord de détruire les écosystèmes, de bétonner, de bitumer. Et nous avons besoin d'une démarche d'aménagement qui tend vers zéro artificialisation des sols à horizon 2030. Nous devons adapter nos forêts au dérèglement climatique. Nous planterons 1 arbre par habitant, 8 millions d'arbres au cours de ce mandat. Nous créerons des nouvelles réserves naturelles. Et je compte aussi sur le rôle des parcs naturels régionaux, sur leur capacité d'ingénierie à monter des projets pour protéger la faune, la flore et valoriser notre patrimoine culturel et naturel et développer l'économie de proximité. Et puis notre région est connue dans le monde entier pour ses montagnes. Et je suis savoyarde, haute-savoyarde, ça ne vous a pas échappé. Et j'en suis fière. Cette montagne, je l'aime, je l'affectionne. Et me dire qu'on continue des opérations de destruction violentes, ça force mon engagement dans cette liste et dans cette région. Et quand je lis que Laurent Wauquiez a trouvé la solution avec des canons à neige et des retenues collinaires et qu'il continue à le faire, quoi qu'il en coûte sur l'environnement, quoi qu'il en coûte en finances publiques, je peux vous dire que je suis en colère. Nos montagnes ont un avenir à toute saison. Un avenir si on arrête le grand n'importe quoi. Nous devons accompagner l'avenir et la mutation des stations de moyenne montagne. Nous devons favoriser le pastoralisme, développer les produits locaux, créer des activités tertiaires, développer le coworking, les tiers-lieux, rénover ces lits vides 10 mois par an. C'est tout cela que nous pouvons faire et qui va permettre de restaurer un avenir et des montagnes où il fait bon vivre toute l'année. Enfin, c'est sur les méthodes. Et le dernier point, après vous avoir parlé de santé, de jeunesse, d'un plan de transition écologique, de montagne, je voudrais insister aussi sur les méthodes et la façon de gouverner. Car aujourd'hui, nous avons besoin de redonner du pouvoir et de la confiance à nos habitants si nous voulons qu'ils arrêtent de déserter les urnes. Nous avons besoin de mettre fin au clientélisme, respecter l'équité de tous les territoires. Vous le savez peut-être, 25% des aides dans cette région vont à 25 communes. Et bien évidemment, ces communes sont où ? Je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez la réponse. Enfin, pas toutes, elles ne sont pas toutes en Haute-Loire. Mais le Puy-en-Velay, à La Palme,
des aides en Haute-Loire, dans région Auvergne-Rhône-Alpes, et nous devons donc rétablir de la justice dans les subventions. C'est ce que j'ai écrit au maire. J'ai envie de travailler dans une logique de coopération et pas avec un pistolet sur la tempe pour signer quelconque tribune ou pour prêter allégeance au chef suprême de cette région. Je veux redonner aussi aux acteurs de l'environnement, de la solidarité, de la culture, la place qu'ils ont perdue ces dernières années. Et je laisserai un petit mot à Grégory pour exposer aussi peut-être ses choix et son engagement à mes côtés et l'intérêt qu'il porte sur la ville. Mais gouverner, c'est aussi faire des choix partagés et permettre que des citoyens tirés au sort puissent les évaluer, les orienter, proposer de nouvelles solutions. Et donc, nous mettrons en place une convention citoyenne régionale pour la transition écologique. Alors, bien sûr, vous allez me dire, bon, on va encore nous clamer le sans filtre. Oui, je vais encore vous clamer le sans filtre. Oui, je ferai une convention citoyenne pour la transition écologique qui sera sans filtre et qui sera une instance de dialogue, de co-construction et aussi d'évaluation de nos politiques publiques tout au long de ce mandat. Alors, je vous le dis, nous tous, tête de liste, candidats, nous sommes prêts. L'écologie, c'est possible, et c'est possible maintenant. Je vous remercie, et je te laisse peut-être la parole pour un petit mot, et puis après, on passe aux questions-réponses, si vous en êtes d'accord. Merci Fabienne. Merci. Allez, à toi l'honneur. Bon, je ne sais pas si mes illustres collègues ont déjà pris la parole, et je suis désolé pour le retard et d'arriver comme ça à l'improviste. D'accord, bon, très bien. Mais justement, je vais vous en parler rapidement de la maire de Montréal parce qu'elle est très inspirante à bien des égards pour nous aujourd'hui, les écologistes ici dans cette région. D'abord, merci Fabienne pour ce que je viens d'entendre. Il y a une chose dont tu as parlé à la fin, tu as parlé de coopération. Pour moi, c'est fondamental. Si on est voilà, tous ici aujourd'hui, c'est justement pour te faire passer, te renforcer dans cette démarche. Oui, nous, on n'a pas envie d'avoir un pistolet sur la tempe. On n'a pas envie de dire oui à quelqu'un parce qu'il nous aura promis un beau panneau bleu à l'entrée de nos communes. Ce qui nous importe, c'est de faire équipe. Et si on est là aujourd'hui, c'est bien pour vous montrer qu'on a déjà commencé à faire équipe avec Fabienne Grébert. Voilà. Quand on parle de coopération, on est déjà dans des choses très concrètes. Le programme de la région que Fabienne présente aujourd'hui, il a été construit aussi avec nos équipes municipales. Et ça, pour moi, ça c'est fondamental. Demain, je sais que je peux compter sur Fabienne pour travailler dans le même esprit, avec la même vision. Bien sûr, c'est la transition écologique qui nous habite toutes et tous. Mais au-delà de ça, il y a aussi des questions de méthode. Voilà. La méthode, pour moi, c'est important. Être dans l'écoute, se mettre d'accord d'abord avant de lancer les projets et pas se retrouver, je vais dire, devant le fait accompli. Ça, c'est fondamental pour moi si on veut avancer ensemble dans la même direction. Donc la coopération, ça doit être à la fois un objectif et le moteur de notre quotidien demain dans cette belle et magnifique région. Je voulais juste vous dire aussi une chose que je trouve extrêmement inspirant. Chez Fabienne, et tu m'excuseras Fabienne d'y voir un point commun avec mon propre parcours, mais on peut dire la même chose de toutes celles, enfin de tous ceux qui sont aussi autour de toi aujourd'hui, ici sur cette estrade, c'est que nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Je sors d'un entretien avec Valérie Plante, la maire de Montréal, qui est elle-même issue de la société civile. Aujourd'hui, elle est à la tête, elle est en train de finir sa première mandature, et elle est écologiste elle aussi. Et ce qu'elle porte pour son deuxième mandat, c'est un programme en tout point similaire à celui que tu portes, à celui que nous avons porté dans nos communes respectives. Il y a un grand mouvement à travers la planète aujourd'hui qui n'est pas simplement sur cette région, qui n'est pas simplement dans ce pays, qui est international, voilà, qui met l'écologie sur le devant de la scène. Et l'écologie est mise sur le devant de la scène avec des femmes et des hommes qui ne sont pas des professionnels de la politique. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Parce que l'énergie que tu portes, Fabienne, c'est pas celle qui te conduira, enfin peut-être que je te le souhaite, mais à simplement avoir ta réélection dans quelques années. Non. L'énergie qui te porte aujourd'hui, c'est pour véritablement changer cette région. Et c'est ce qui anime toutes celles et tous ceux qui sont issus de la société civile et qui ont voulu s'engager en politique parce qu'ils faisaient le constat que ça ne bougeait pas.
que s'en remettre à des gens qui font de la politique depuis, j'allais dire, depuis le début de leur carrière professionnelle, parce qu'ils le considèrent, il ou elle le considère comme une carrière, eh bien ça ne va pas, c'est pas comme ça qu'on fait bouger les choses. Alors merci Fabienne de t'engager aujourd'hui, parce que tu es aussi pour moi une actrice de la société civile qui s'engage en politique, et ça fait sens, et c'est ce qui demain fera sens quand tu seras à la présidence de cette région. Voilà. Merci Grégory. Alors, je vous écoute, peut-être que vous avez encore quelques questions ou quelques besoins de précision. Nous allons vous remettre notre programme. Vous avez déjà des dépliants avec nos 12 mesures phares qui sont le leitmotiv qu'on va répéter pendant ce mois auprès de nos électeurs, de nos citoyens, de nos têtes de réseau. Oui. Alors, deux choses. Déjà, les centres de santé, nous avons une logique ici à la région. Comme je vous l'ai dit, c'est d'investir pour les besoins des habitants. Et si à un moment donné, on ne trouve pas de médecin et qu'on construit des jolies maisons et qu'elles restent vides, parce que comme dans le pays de Gex, les médecins ou les infirmières vont bosser de l'autre côté de la frontière, eh bien, ça ne va pas pouvoir aller. Donc, nous allons salarier des personnels et nous allons accompagner les collectivités. Donc ça, c'est un premier point, là où ce sera nécessaire, et nous contractualiserons. Sur la question de l'apprentissage, bien évidemment, ça ne vous a pas échappé, ce n'est plus la compétence régalienne de la région. Néanmoins, on a vocation à développer des métiers d'avenir. Donc nous, notre objectif, c'est de garantir une équité d'accès à l'apprentissage, qu'on vive à la campagne ou qu'on vive à la ville, et de venir en complément avec les acteurs des branches professionnelles pour travailler avec eux et soutenir les efforts si c'est nécessaire, des efforts qui peuvent être liés à l'investissement, des efforts qui peuvent être liés à du matériel pédagogique. Et nous travaillerons dans une logique, là encore, de coopération avec les branches professionnelles sur les métiers qui nous semblent primordiaux. On a réclamé, Florence en est témoin, à U et à DIA, de développer de la rénovation, des métiers de la rénovation énergétique. Trouver un charpentier, trouver un menuisier, trouver quelqu'un qui fait de l'isolation de votre maison, aujourd'hui, c'est compliqué, en particulier quand on est dans les régions alpines ou dans les grandes villes. Là, c'est vraiment des délais d'attente importants. Donc, répondons à ce qui est essentiel aujourd'hui. Écoutez, pour moi, l'hydrogène, si on va faire de l'expérimentation sur des trains, oui, tout à fait. Mais on va quand même continuer à électrifier. C'est de l'expérimentation, l'hydrogène. Nous, ce dont on a besoin, c'est de répondre aux défis climatiques de manière urgente. Donc, ce n'est pas uniquement en se contentant d'expérimenter. Il faut passer à la vitesse supérieure. Vous avez parlé de création d'emplois dans l'agriculture. Oui. Alors, l'objectif, on a suffisamment de terres agricoles pour nourrir notre population. Mais nous devons faire face à plusieurs défis, des défis qui sont liés au foncier agricole que nous devons impérativement préserver. Et donc, nous allons renforcer l'accompagnement des paysans bien en amont de leur retraite pour accompagner cette transition et nous assurer de la transmission. Et puis, nous allons effectivement développer la formation en lien avec ces nouveaux métiers. Nous raisonnons système en tant qu'écologiste. Système, ça veut dire produire, ça veut dire transformer, ça veut dire distribuer localement. Et donc, nous avons besoin de former des cuisiniers, nous avons besoin de former des boulangers, nous avons besoin de former des meuniers pour faire de la farine. Voilà, autant de métiers qui vont, et autant de filières professionnelles que nous allons pouvoir reconstituer. Alors, aujourd'hui, je suis contre le Lyon-Turin. Nous sommes contre le Lyon-Turin parce que moi, en 2040, quand le Lyon-Turin sera en service, j'aurai 76 ans. Et quand les émissions de gaz à effet de serre liées à la construction de ce tunnel
seront compensés par l'exploitation, il n'y aura plus grand monde de vivants dans cette salle. Et moi, je ne me sens pas aujourd'hui de dire aux habitants de la vallée de l'Arve ou des vallées alpines, écoutez, soyez tranquilles, vous allez voir, là, avec le Lyon-Turin, dans 20 ans, ça va aller mieux. Non, ça doit aller mieux tout de suite, maintenant. Et nous devons développer une offre de services ferroviaires tout de suite. Et nous avons la possibilité de développer une offre de transport ferroviaire. Nous avons déjà investi 1 milliard sur la ligne entre Dijon et Modane. Et nous avons moins de trains qui circulent que dans les années 80. Donc si j'étais certaine qu'il s'agissait uniquement de béton et de trous dans la montagne pour résoudre le problème du transport ferroviaire, mais je suis certaine qu'une offre ferroviaire tout de suite, maintenant, pour mettre les camions sur les trains, peut permettre déjà de résoudre les problèmes de qualité de l'air dans les vallées alpines et de passer effectivement ce report modal tout de suite. Ben, j'ai été très claire alors. Je vous ai convaincu ?